Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence à ce conseil municipal. Un conseil municipal d'importance en raison de l'ordre du jour, il n'y a pas de questions secondaires, mais surtout, je pense, en raison de l'actualité économique, sociale. Chacun comprendra qu'il me revenait d'être à l'initiative, comme bien des élus, à partir d'un soutien qui s'impose auprès de celles et ceux qui luttent depuis des années pour le maintien de leur unité de production, de leur outil de travail. Je veux parler d'Ascoval, des salariés, employés, ingénieurs, ouvriers, cadres, techniciens, dans le cadre d'une unité syndicale, dans le cadre de la diversité, où chacun, on aura pu le constater, on se retrouve, du président de la région, en passant par l'ensemble des maires de cet arrondissement du sud du département. Deuxièmement, sans oublier les parlementaires, conseillers départementaux, régionaux, pour faire en sorte de faire entendre la voix de la colère, la voix de l'espoir, la voix du bon sens, c'est-à-dire celle de l'emploi. Alors je déclare donc la séance ouverte et je proposerai notamment pour ce conseil municipal de ce 25 octobre 2018 que cette séance soit voire notamment comme secrétaire de séance, Madame Emmanuelle Bouguera. Si vous en êtes d'accord, je vous invite à lever la main. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Je vous invite, Madame Bouguera, chère Emmanuelle, de bien vouloir procéder à l'appel nominal des membres de notre Assemblée municipale. À vous, Emmanuelle. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Fabien Thiémet. Présent. Madame Marie-Thérèse Houret. Présente. Monsieur Alain Mamolo. Présent. Monsieur Didier Caillé. Présent. Monsieur Bernard Évrard. Présent. Madame Virginie Melchitettiné. Présente. Madame Rita Canas. Présente. Madame Laurence Morel, absente, donne pouvoir à Monsieur Fabien Thiémet. Monsieur Gérard Léman. Présent. Monsieur Jules Caillard. Madame Françoise Legros. Présente. Madame Thérèse Zawi. Présente. Monsieur Francis Brouet. Présent. Madame Gilda Massard, absente, donne pouvoir à Monsieur Didier Caillé. Monsieur Charat Rifaille, j'ai pas d'absent. Pouvoir. À Jérôme Léman. Donc, donne pouvoir à Jérôme Léman. Monsieur Jean-Philippe Litran, absent, donne pouvoir à Madame Emmanuelle Bouguera. Madame Anna Zanelli. J'ai le pouvoir d'Anna Zanelli, excusez-moi. Non, j'ai trouvé, c'est bon. Oui, oui. C'est Marie-Thérèse Ledron qui a le pouvoir de Charaf Rifaille Donc, Marie-Thérèse. pour un Ledron et Jérôme Léman. Donc, Madame Anna Zanelli, absent, donne pouvoir à Monsieur Jérôme Léman. C'est ça. Monsieur Yves Loquet, absent, donne pouvoir à Madame Rita Canas. Monsieur Serge Lecadir, absent, donne pouvoir à Monsieur Bernard Évrard. Monsieur Christian Châtelain. Présent. Madame Elisabeth Danecker. Madame Isabelle Jalin. Présente. Madame Emmanuelle Bouguera. Présente. Madame Stéphanie Soyer. Présente. Monsieur Christian Anquet. Présent. Monsieur Carlo Di Marcantonio. Présent. Madame Audrey Lyon. Présente. Monsieur Patrick Lemaire. Présent. Monsieur Denis Degan, absent de notre pouvoir, Monsieur Jean-Noël Verfaillet. Madame Jeanne-Marie Binot. Présente. Madame Céline Platel-Tuat. Présente. Madame Assia Costanzo. Présente. Monsieur Jean-Noël Verfaillet. Présent. L'appel est terminé, Monsieur le maire. Merci à vous, Madame Bouguera. Merci à vous, Emmanuel. Concernant le compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2018, avez-vous des remarques? Sinon, je vous propose de passer à l'approbation de celui-ci. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Et j'en viens à mon propos liminaire, avec tout d'abord, le 15 octobre dernier, j'ai eu l'occasion, aux côtés de nombreux élus et de nombreux maires de l'arrondissement, de participer à la conférence de presse destinée à sensibiliser l'opinion publique à l'avenir d'Ascoval-Vallourec. Je reviendrai bien entendu plus en détail tout à l'heure sur la situation
de l'acierie de Saint-Saulve, mais sachez déjà que lors de cette conférence de presse, j'ai appelé de mes vœux la mobilisation dans leur diversité des élus du territoire aux côtés des salariés de l'entreprise et de leurs familles. Hier, mercredi 24 octobre, le tribunal de Strasbourg a fait savoir qu'il reportait sa décision au 7 novembre, à la veille de la venue du président de la République dans notre région, plus particulièrement à Maubeuge. Dès lors, estimant qu'il n'était pas trop tard pour faire entendre la voix de la colère et de l'espoir, j'ai tenu à porter ma pierre et à mobiliser les élus de notre assemblée municipale. C'est ainsi que ce matin, nous étions présents aux portes de l'usine, comme d'autres élus l'ont fait récemment, en compagnie des salariés d'Ascoval, qui nous ont d'ailleurs chaleureusement reçus. Avec détermination, je pense qu'il nous faut continuer à organiser le rassemblement et le soutien aux salariés d'Ascoval et à leurs familles. Il y va de l'intérêt de l'entreprise, de notre Valenciennois et de notre région, cette belle région qui a tant donné pour la nation. On aura l'occasion d'échanger d'ailleurs tout à l'heure sur ce sujet d'actualité éminemment sensible, en ce qu'il touche à l'histoire économique de notre territoire, à son avenir et à celui d'un grand nombre de ses habitants, dont la jeunesse qui est, elle, celle qui est durement frappée par cette crise qui est profonde et durable. En attendant, je reviendrai cependant sur quelques temps forts de notre vie locale ces dernières semaines. Bouge ton école, bouge ta famille. Oui, c'est le vendredi 19 octobre que 600 écoliers de CE1 au CM2 ont pris part à l'action Bouge ton école. Le lendemain, le samedi, ça a été l'opération Bouge ta famille, qui a profité d'ailleurs à une centaine de personnes, dans le cadre des actions de promotion du sport santé mené par notre ville de Marly et son service jeunesse et sport, dont je veux remercier et saluer l'investissement de tous nos collaborateurs. Les jeunes participants à ce cross annuel ont en outre reçu le diplôme d'honneur remis à l'ensemble des sportifs, une gourde isotherme et le traditionnel sachet de fruits d'automne, également offert par la ville aux écoles de la maternelle. 1350 enfants ont ainsi reçu ces fruits, conditionnés par les petites mains du club du 3e âge de la briquette, dans le cadre de cette action en vue de l'équilibre, comme on dit, alimentaire. Enfin, en marge de Bouge ta famille, samedi après-midi, j'ai profité de l'occasion qui m'était donnée de saluer l'équipe de basket en partance pour l'Androssy, ainsi que les jeunes rugbyman, leurs parents et quelques-uns des dirigeants du club. Et quelques jours plus tôt, le mercredi 17 octobre, marquait la journée mondiale du refus de la misère. En amont de la distribution d'ailleurs mensuelle, animée par le Secours populaire français à la salle des fêtes de Marly, j'avais souhaité une mise à l'honneur des associations caritatives de Marly, Secours populaire, Restaurant du Cœur et les équipes Saint-Vincent, en présence d'ailleurs du secrétaire général du Secours populaire français, M. Jean-Louis Canas. Dans le prolongement enfin du banquet des aînés qui a profité à plus de 1000 convives, 550 le dimanche 7 octobre à la salle du Mont et plus de 450 repas portés au domicile des personnes ne pouvant se déplacer, la semaine bleue s'est déroulée du 8 au 12 octobre, avec là près de 400 personnes qui ont pris part aux conférences, ateliers et autres sorties organisées à cette occasion par la ville de Marly et le pôle senior et ainsi le CCAS sous l'impulsion de notre première adjointe Marie-Thérèse Aurel-Le-Drôle et de Anna Zanelli, notre conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et handicapées. Dans le domaine de l'enfance et la jeunesse, Marly a enfin accueilli le 6 octobre une conférence d'Arnaud Dereau sur l'accompagnement des éducateurs jeunes enfants, assistantes maternelles, etc. et l'aide à la parentalité devant une salle du conseil municipal qui était comble.
Le 19 octobre, enfin, s'est déroulée la réunion entre les partenaires, parmi lesquels la ville de Marly, dans le cadre du renouvellement du contrat enfance-jeunesse et du partenariat avec la CAF. Vendredi dernier, ce sont les jeunes du lac, et ainsi donc du lieu d'accueil et de loisirs de proximité, des floraliers qui se sont envolés pour un chantier humanitaire au Maroc, un moment fort en émotion qui se déroule d'ailleurs actuellement. Je citerai également, pêle-mêle, le succès du Forum des associations, organisé le 29 septembre dernier, 800 personnes réunies à la salle Schumann, la venue de la musique et du 43e régiment d'infanterie le dimanche 30 septembre, avec leur congrès et une marche en musique, bien entendu, dans quelques artères de notre ville de Marly, le succès sans cesse renouvelé du café littéraire organisé par l'association Accès sous la présidence de Christian Châtelain, avec Madame Lucie Pétronne, et enfin celui de l'opération Porte Ouverte, l'ASPA de Marly, qui récemment encore a connu un succès qui est allé au-delà des espérances des uns et des autres. Sur le plan économique, nous avons récemment assisté à l'inauguration des nouveaux locaux de l'entreprise TMF à Onin, qui par ailleurs a annoncé sa décision de conforter son activité, ce qui n'est pas secondaire, à Marly. J'en terminerai avec l'annonce d'un événement qui va venir enrichir une programmation culturelle marylizienne déjà fournie le jeudi 8 novembre prochain, à partir de 18h30, à la salle Dumont, au stade de Neyer. La ville de Marly accueillera, à l'initiative du Secours populaire français, l'unique représentation du spectacle de Vincent André, 14-18, la fiancée du poilu, dans le cadre des manifestations commémoratives du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Tarif unique, 5 € au profit du Secours populaire. Enfin, l'après-midi, une séance s'adressera aux scolaires dès 14h30 pour les CM2 et les collégiens de Marly et environ. On vous attend nombreux, notamment à cette manifestation et, comme on dit, aux diverses initiatives qui vont accompagner le centenaire, la commémoration de cette période vécue 14-18. Enfin, je vous informe que nous avons un projet de délibération complété sur table qui se rapporte à l'autorisation de signer les marchés, entretien des espaces verts de divers secteurs de la ville, suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue hier. Sur ce, je suspends la séance et je vais inviter M. Olivier Burny, au nom de l'intersyndicale, de bien vouloir venir à mes côtés, afin que l'on puisse ensemble, avec notre assemblée municipale de Marly, échanger sur le présent, l'avenir et le combat qui est mené par les salariés d'Ascoval, qui méritent d'être plus que jamais salués. Bien, mesdames, messieurs, le 27 octobre 2018, Vallourec oppose une fin de non-recevoir au projet de reprise d'Altifort de notre unité de Saint-Saulve. Le 24 octobre 2018, le tribunal de Strasbourg doit se prononcer sur les 2 offres de reprise. Finalement, la décision de la justice est repoussée au 7 novembre, à la veille de la venue de M. le Président de la République dans notre région. Alors, du 4 au 11 novembre, en effet, Emmanuel Macron sera en déplacement dans 11 départements du Grand Est et des Hauts-de-France, à l'occasion du centenaire de l'armistice 14-18, notamment le 9 novembre 2018 à Maubeuge. Pour mémoire, je me dois de rappeler que notre région des Hauts-de-France a beaucoup donné
pour la nation à travers notamment l'activité économique et industrielle. Le charbon a été une des principales richesses, de même que les industries de la transformation de la métallurgie, le machinisme agricole, le textile ou encore l'agriculture et l'élevage, sans oublier la pêche, largement pratiquée sur nos côtes. De tout temps, nos salariés se sont investis, sans compter, à la sueur de leur front et parfois au prix de leur vie, pour accompagner le redressement du pays, avant la guerre, à la libération et plus tard dans tous les grands moments de son histoire. Dans le même temps et pour mémoire, c'est dans un pays en ruine que furent mises en œuvre ces grandes conquêtes sociales, la sécurité sociale, le statut d'EDF-GDF, le statut du mineur, les allocations familiales, sans oublier le droit de vote des femmes. Et face aux coups portés à nos modèles économiques, du fait de la mondialisation, des politiques européennes et des décisions des multinationales, uniquement basées sur l'argent et le profit, nous nous sommes battus, et en sens bec et ongle, sans relâche, avec détermination. C'est ainsi qu'après l'abandon de la sidérurgie dans les villes notamment de Denain ou Tris-Saint-Léger, sans oublier l'Est de la France, nous avons obtenu l'arrivée de l'automobile avec la SMAN, Cévennes-Nord, ou plus récemment Toyota. Nous avons contraint enfin le gouvernement à l'époque et l'Europe à reculer sur le plan Guillaumat qui visait dans les années 80 à rayer purement et simplement de la carte l'industrie ferroviaire française, alors que c'est ici même, dans des villes comme Marly, Crespin, Rennes, Lille, Douai ou Arras, que l'on a travaillé pour le monde entier. Pour le monde entier avec, pour mémoire, là aussi, les ex-PIDES qui étaient, comme on dit, un vivier important du point de vue de ces productions, l'ex-RDA, l'URSS de l'époque, mais aussi l'Afrique et les États-Unis. Il faut rappeler qu'ici même, métro et wagons sophistiqués ont été construits à Marly, Atlanta, Mexico, Alger, le métro unique au monde, à l'époque de Lille, sans oublier Caracas, le TER qui est devenu le TCR, et tout cela produit par une main-d'œuvre hautement qualifiée, avec une université qui était performante pour la recherche et, comme on dit, de produits nouveaux. Oui, ce combat du ferroviaire, nous l'avons gagné, et cette activité est aujourd'hui toujours présente sur nos territoires et prospère avec des commandes qui nous parviennent du monde entier. En début d'année, le président de la République est venu à Toyota, où un nouveau bol d'oxygène pour l'emploi a été apporté. Il a déclaré à cette occasion à Madame le maire de Saint-Saulve, concernant Ascoval, je cite, « Madame le maire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. » Aujourd'hui, certes, la réalité est tout autre. Au nom de l'argent en bourse, de l'argent roi, au nom des super profits, l'État ferme froidement, purement et simplement les yeux sur la politique du groupe Vallourec qui vise à se séparer d'Ascoval. Avec, si par malheur, il y avait cette fermeture, chacun sait que ce serait l'abandon de toute la sidérurgie française. Cette situation est d'autant plus inacceptable que le groupe, pour mémoire, a reçu près de 500 millions d'aides publiques, dont en 2016, 250 millions de l'État, par le biais de la Banque publique d'investissement. Suite à quoi, Vallourec a supprimé 1 millier d'emplois sur les 5000 que compte le groupe de France. Le site de Saint-Saulve est ainsi passé de 2000 ouvriers en 2014 à quelques centaines aujourd'hui, dont les 280 salariés d'Ascoval, qui continuent de se battre bec et ongle, et dont je veux saluer, en votre nom, en mon nom personnel, le combat courageux qui est mené avec détermination. Ils font la preuve qu'ils sont décidés à ne pas se laisser faire. Par le passé, qui n'a pas eu en effet dans sa famille ou parmi ses proches une personne ayant travaillé pour Lorraine Esco, devenu Esco-Emeuse, puis Vallourec. À l'époque, l'entreprise disposait d'ailleurs de cette piscine où bien des nôtres ont eu l'occasion de patauger, d'apprendre à nager, la piscine d'Anzin. Sans oublier que Vallourec a également vu émerger des figures du sport de masse. Je pense à cet athlète qui a marqué les annales de l'athlétisme. Je pense à Michel Bernard, comme on dit, issu du sport travailliste.
Je pense à d'autres figures historiques. Je citerai seulement le député du chemin d'honneur qui a travaillé à Escaut-et-Meuse, Arthur Musmot, pendant des années. Je veux saluer en même temps, oui, eh bien, Saint-Saul, qui reste un fleuron unique au monde, un site d'envergure qui promet et peut connaître un bel avenir, pour peu que l'offre de reprise d'Altifort soit validée et l'usine adaptée au projet de train à fil développé par le groupe franco-belge, avec à la clé le maintien des 280 emplois actuels et la création de 133 autres emplois. Le président de la République est aujourd'hui au pied du mur, dans l'obligation d'intervenir au regard des graves conséquences d'une éventuelle fermeture pour les salariés d'Ascoval et leurs familles, bien sûr, mais aussi pour les employés de la tuberie et des entreprises sous-traitantes, soit 1 millier d'emplois. Dans le même temps, eh bien, il doit rendre des comptes aux élus de la nation qui ont, avec toutes les institutions de cette région, apporté leur concours, notamment pour l'octroi de fonds publics importants pour ces différentes branches industrielles. Je salue donc les élus de notre Valenciennois et de la région, le président de notre agglomération, le président de la région des Hauts-de-France, l'ensemble des parlementaires, des élus du territoire qui portent aujourd'hui haut et fort la colère et l'espoir. Oui, un salut particulier à notre collègue dans le même temps, Cécile Gallet, maire de Saint-Saul. La balle est dans le camp de l'État. Ne touchez pas aux enfants de Valois. Ne touchez pas à la Syrie et à la Turquie. Ne touchez pas à notre usine ultra moderne. Je me fais aujourd'hui le porte-parole des familles concernées. En tant que maire, avec notre ville de Marly, nous voulons apporter notre pierre. Eh bien, dans le cadre de votre combat, un combat qu'il nous faut de nouveau saluer pour l'avenir d'une industrie qui a occupé une grande place dans la vie économique de notre région, pour l'avenir de la jeunesse. Et puis, dans le même temps, immédiatement, permettez-moi de céder immédiatement la parole à Olivier Burny, qui va faire part de son sentiment de ce combat dans le cadre de l'avenir d'Ascoval, qui personnellement, comme beaucoup d'entre vous, nous souhaitons non seulement le maintien, voire le développement. À vous, Monsieur Burny, à toi, mon cher Olivier. Alors. Hop. Voilà. Bonsoir à tous. Tout d'abord, si vous le permettez, j'aimerais expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi vous voyez une mobilisation de cette ampleur-là. Et pour ça, je voudrais expliquer un peu notre métier. Savoir que c'est un métier très difficile, un métier où on fait de l'acier liquide. On se demande parfois si on n'est pas maso de vouloir continuer à travailler dans cette usine. Mais ce qui explique notre combat et cette envie de continuer à faire notre travail, c'est tout simplement que l'aciérie de Saint-Saul est une famille. Si vous venez au rond-point, vous verrez fréquemment les gens s'embrasser, s'appeler frères. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre combat et c'est ce qui fait aujourd'hui le fait qu'on ne tolère pas qu'on puisse laisser fermer cette aciérie. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier à mes collègues, aux salariés d'Ascoval, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est bousculé, tout d'abord par Vallourec. 3 ans, on nous a expliqué qu'il fallait passer de 7 jours sur 7 de production à 5 jours par semaine, avec une restriction de personnel. 2 mois après, nous annonçait que ça ne suffisait pas, et qu'il fallait soit fermer la scierie, ou trouver un repreneur. C'était une longue période, usante, pour finalement trouver un repreneur qui s'appelait Ascométal, dont on savait, pertinemment, tout le monde le savait, tout le monde a tiré les signaux d'alarme, que Ascométal était en difficulté financière. Certes, on ne mettait pas en cause le projet industriel, mais simplement la difficulté financière que traversait Ascométal et qui était connue d'ailleurs depuis 2014. Donc on nous a quand même mariés de force. Vallourec a pris la décision de nous marier de force, malgré que tous étaient contre le mariage à Ascométal. On nous vendait qu'il y avait qu'un seul repreneur. On sait que c'est faux. Malgré ça, Vallourec a quand même décidé de nous marier à Ascométal. Et
l'avenir nous a donné raison, puisque Ascométal est tombé en redressement judiciaire, et étant le premier client majoritaire, nous a entraîné naturellement d'abord en procédure de sauvegarde, puisque nos comptes étaient bons, et puis en redressement judiciaire. Et durant toute cette période, les salariés ont été dignes et professionnels et ont continué à travailler. Ça a été difficile, dans un contexte avec des hauts et des bas à chaque fois. Ben, les gars, les petits gars, ils sont restés concentrés, sont restés motivés, ont continué à produire de l'acier, malgré ce qui se passait. Et je voudrais revenir aussi sur le redressement judiciaire, où on avait deux dossiers de reprise, Schmolz et Wickenbach et Liberty. Sur ces mêmes dossiers, l'État était silencieux. L'État n'est pas intervenu. Il y avait Schmolz et Wickenbach qui apportaient des fonds propres, entre guillemets, puisque c'était beaucoup d'emprunts, sur un groupe qui était fortement endetté, et Liberté qui demandait beaucoup des aides au pouvoir public. Le tribunal d'instance de Strasbourg a décidé de confier la reprise d'Ascométal à Schmolz et Wickenbach, et nous n'étions pas dans le giron de reprise de Schmolz et Wickenbach. Donc on a retraversé un an pénible, toujours avec des hauts et des bas. C'était une année catastrophique pour nous mentalement. Et aujourd'hui, on est laminé. On est laminé et on est face à un État qui, encore une fois, ne prend pas de position, franche et définitive. Il joue au yo-yo. Il dit un coup qu'il mettra 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé. 2 jours après, il revient sur sa décision. Et puis ça fait ça. Depuis 15 jours, ça fait que ça. Et on est face à un Vallourec qui fait preuve d'un mépris total pour les salariés d'Ascoval. Il faudrait quand même rappeler que les salariés d'Ascoval font partie de ceux qui ont contribué à ce que Vallourec est aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe mondial. On a beaucoup investi en Chine, aux États-Unis, au Brésil, maintenant en Ukraine, et qui aujourd'hui fait preuve vis-à-vis de ses salariés, pu contribuer à la puissance de Vallourec qui est aujourd'hui, un mépris total pour ses salariés. Juste à dire, préciser que c'est une honte. Ce qui est une honte aussi, c'est le silence de l'État face à ce Vallourec qui est méprisant et qui est d'une mauvaise foi incroyable. Depuis le début, Vallourec détruit le projet Altifort. Il a d'abord commencé par des faux arguments, nous entraînant sur un faux débat comparant HKM à Ascoval. C'est assez amusant puisque c'est deux filières complètement différentes. On compare une filière au fourneau avec un prix de minerai qui est très bas, à une filière électrique qui est impactée aujourd'hui par un prix d'électrode très haut, et un prix de ferraille qui est beaucoup plus haut que le minerai, mais stable celui-là. Et Vallourec décide, enfin, par son argument de dire qu'il y a un écart de 190 €, ce que Vallourec a oublié de dire, c'est que c'est simplement une stratégie. Parce que l'acier qui est mis à Ascoval ne sera jamais mis à HKM. Vallourec n'a pas le courage de le dire. J'ai posé la question à Hubert Paris, le responsable Vallourec Europe Afrique. Qu'est-ce que vous allez faire des 115 000 tonnes mis à Ascoval, puisque vous ne les mettrez pas à HKM? Donc, ce monsieur n'a pas eu le courage de me répondre. La réponse est simple. C'est un abandon pur et simple de Carnet, puisque ces tonnes-là n'iront pas à HKM. Donc ce que Vallourec est en train de faire, c'est de démolir le projet Altifort par de mauvais arguments, par une mauvaise foi inouïe, cautionnée par l'État. L'État cautionne puisqu'il n'intervient pas, puisqu'il ne prend pas position. Jusqu'à ce jour, Bruno Le Maire, avec toutes ces belles paroles, ne prend pas position, ne prend pas ses responsabilités et cautionne le fait que Vallourec, et je vais reprendre le geste de Hubert Paris qui a été fait lors de la réunion avec Madame la Ministre, il raye, et c'est ce qu'il a fait à Ascoval, d'un revers de main. C'est une honte, c'est un scandale national. Alors on a assez souvent parlé de la technologie d'Ascoval. La technologie d'Ascoval, c'est la pointe de la Syrie. On oublie quand même de parler trop souvent à mon goût du savoir-faire des salariés. Et quand on entend Vallourec dire que les aciers spéciaux en France c'est mort,
C'est faux, c'est un mensonge. L'acier spécial en France n'est pas mort. L'acier spécial en France a un avenir. L'acier spécial est destiné à l'automobile, au ferroviaire, au roulement, à la mécanique. On est implanté dans un secteur où on est entouré d'usines qui travaillent dans l'automobile, dans le ferroviaire. Donc, de dire que l'acier spécial n'a pas d'avenir en France, c'est purement et simplement un mensonge. Encore une fois cautionné par l'État. Nous, ce qu'on demande dans notre combat, c'est d'avoir... Alors, si Vallourec maintient sa position, c'est qu'il explique réellement pourquoi. Nous, on le sait pourquoi. Ça fait 7 ans que Vallourec nous explique qu'il veut se désengager de l'Europe. La France, on le sait. Si vous allez dans tous les sites français qui restent encore, le peu de sites français qui restent en France, Vallourec, tout le monde sait que la France va fermer. L'Allemagne ne le sait pas encore. Et la crainte de Vallourec, c'est que l'Allemagne ferme. Et pour mettre en application son plan et pour l'accélérer, il a besoin de la fermeture d'Ascoval. On est juste un instrument pour Vallourec pour accélérer, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, accélérer son plan d'action, qui est de quitter l'Europe. Et pour ça, on sacrifie 279 salariés. Ce qu'on ne dit pas assez à mon goût aussi, c'est que ce n'est pas 279 salariés, on a aussi les prestataires, on a aussi les fournisseurs. La sous-préfecture a estimé à 1000 euros d'emplois directs à 1000 emplois d'emplois directs et indirects. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la fermeture d'Ascoval impacterait forcément le site de Lefrancoupe. Aujourd'hui, on est les seuls à alimenter le site de Lefrancoupe. Et les collègues des Dunes sont très inquiets de notre devenir. Et l'État cautionne tout ça. La réalité est là. En tout cas, nous, on est prêts à se battre. Après, je vais aller rejoindre mes collègues sur le rond-point, parce qu'on est là-bas de nuit. On est prêts à se battre pour des CDI, pour pouvoir exercer notre métier. Ce que Vallourec nous propose, c'est un scénario qu'on refuse aujourd'hui. En fait, Vallourec veut nous acheter avec une enveloppe. Nous, on veut travailler. Merci. Bien, je propose d'ouvrir le débat. J'imagine qu'il y a matière. Si un certain nombre d'entre vous souhaitent apporter leur contribution dans cet échange, je prends note. Monsieur Jean-Noël Verfeil, faites-vous inscrire. Et ensuite, monsieur Alain Mamoulot. Allez-y, monsieur Verfeil. Merci, monsieur le maire. Afin de peser nos mots sur ce sujet plus qu'important, notre groupe a choisi de déposer une motion dont je vais vous faire lecture. Conformément à l'article 33 de notre règlement intérieur, je vous en remettrai ensuite une version signée de nos élus pour qu'elle soit consignée au procès-verbal de notre conseil municipal. Notre motion s'intitule « Motion de soutien aux salariés de l'entreprise Ascoval ». La ville de Marly, réunie en conseil municipal le 25 octobre 2018, tient à exprimer son inquiétude quant à l'avenir de la scierie Ascoval et de ses 281 salariés. Cette inquiétude s'étend à l'ensemble des sous-traitants et donc des entreprises et des salariés qui seront impactés par la fermeture de la scierie, potentiellement plus de 1000 personnes. Le conseil municipal tient à rappeler que l'État, la région, la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et l'ensemble des élus locaux du Valenciennois se sont investis sans relâche depuis de nombreuses années pour aider le groupe Vallourec, fondateur de la scierie. D'abord en 2016 en participant à la recapitalisation de l'entreprise, puis à nouveau en 2017 pour permettre l'émergence du projet Ascoval. Depuis février 2018, Ascoval est à son tour en liquidation judiciaire et l'avenir s'est à nouveau assombri pour le site et ses salariés. Les propositions de reprise ne sont pas nombreuses. Le conseil municipal constate que l'offre de reprise soumise par Altifort est la seule permettant à l'entreprise de redevenir viable et d'offrir des perspectives à ses salariés. Néanmoins, cette offre présente des faiblesses, notamment de financement, qui ont conduit Vallourec ainsi que l'État à douter de ses chances de succès. En effet, Altifort prévoit un investissement important pour permettre le succès de l'entreprise, mais demande un engagement sur les commandes à Vallourec. Selon cette dernière, garantir un prix et un volume de commandes à Altifort reviendrait à faire un effort financier de plus de 50 millions d'euros. Le 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a décidé de s'accorder un dernier délai de 15 jours pour étudier les améliorations possibles de cette offre. Le conseil municipal souhaite que ce délai soit mis à profit par l'ensemble des acteurs afin de permettre à l'offre d'Altifort d'être agréée par le TGI de Strasbourg
de sauver la Syrie, de maintenir l'emploi et même de le développer car l'offre d'Altifort prévoit la création de 133 nouveaux postes. Le conseil municipal invite la société Vallourec à se souvenir qu'elle a été soutenue par l'État dans les plus difficiles heures de son histoire récente et qu'elle tire ses racines et sa notoriété de notre histoire, du courage et de l'abnégation de ses travailleurs. Le conseil municipal invite donc le groupe Vallourec à faire les efforts nécessaires afin de rendre viable le projet de reprise. Le conseil municipal invite l'État, la région Hauts-de-France et la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à poursuivre les efforts de négociation et à envisager des contributions financières permettant la reprise de la Syrie et la sauvegarde des emplois. Merci, monsieur. Très bien, on a pris bonne note, on y reviendra par la suite, puisque j'ai une deuxième proposition de motion de la majorité. Monsieur Mamolo. Alain. Oui, monsieur. Alors, quand l'État va-t-il enfin travailler sur ce dossier? L'État demande du temps, encore du temps, mais quand va-t-il vraiment et sérieusement se mettre au travail pour sauver les emplois des 280 salariés d'Ascoval? C'est ce même État qui, sous la présidence d'Emmanuel Macron, fait la leçon aux demandeurs d'emploi sur la notion de responsabilité alors qu'il ne l'applique pas à lui-même. Cette tendance étatique à remettre au lendemain, illustre par ce nouveau délai accordé par le tribunal sur le devenir d'Ascoval, témoigne de l'absence d'une volonté réelle et sérieuse de l'État de préserver ce fleuron mondial de l'acier. En France, en proposant de mettre 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé investi, le ministre de l'économie illustre même toute l'hypocrisie de l'État qui, lui-même, actionnaire de Vallourec via BPI, a voté contre le soutien financier de la tuberie au projet de reprise d'Altifort. Nous partageons la colère des salariés et leur détermination à trouver un accord avec Vallourec et ainsi valider le projet de reprise qui est sur la table. Avec ce nouveau délai des deux semaines, l'État est assujetti à une obligation de résultat, celle de garantir la reprise de la Syrie. Il serait en effet moralement inadmissible qu'à l'issue de ce délai, il n'en revienne finalement qu'au plan social de 12 millions, négocié en février dernier à Bercy. L'État doit cesser de jouer avec l'espoir des salariés, travailler pour l'avenir industriel du territoire et assumer ses responsabilités. Nous serons aux côtés de vous avec les parlementaires Martine Filleul et Patrick Caner, bientôt sur le rond. Merci. Et je donne la parole à Jérôme Léman. Merci, monsieur le maire. Voilà, moi je me permets d'intervenir ce soir parce que j'ai eu l'occasion de participer à différentes réunions autour d'Ascoval. J'ai eu aussi l'occasion ce matin au rond-point de rencontrer des personnes et des salariés d'Ascoval. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, j'étais touché par la persévérance de ces personnes, fatiguées, hein, ça c'est clair, et aussi par le fait, comme vous disiez tout à l'heure, que c'était une grande famille. Ce que j'ai vu, effectivement, les uns et les autres étaient très proches, et ça c'est quelque chose, et c'est la force que vous avez. Voilà, donc avant d'introduire ce que je vais dire, je ne vais pas être long, je voudrais dire 3 mots, puisque dans ces cas-là, on a le droit d'être un petit peu trivial, je dirais en fait dégueulasse, écœurant et inique. Parce que, en fait, alors heureusement, je suis un petit peu rassuré de l'union qui est faite autour de votre cause, et l'union qui dépasse largement les frontières politiques, ce qu'a rappelé monsieur le maire. Et ce matin, le président de la région des Hauts-de-France a déclaré « Ascoval n'est pas morte ». Il a raison, parce que nous en sommes infiniment convaincus, sauf apparemment là-haut, ceux qui devraient normalement être et l'être plus que nous, ceux qui, comme ça a été rappelé, nous enferment dans un discours ultra-libéral et un discours fataliste dont le but est assurément, comme vous le dites, de détruire, et aussi dans l'unique but de gaver encore davantage une poignée d'individus. Pourtant, enfin, je pense qu'une société moderne doit pouvoir offrir des perspectives, c'est ce que disent aussi les politiques avertis, des perspectives à tous, et pour cela il est essentiel non seulement de préserver notre industrie, mais plus encore il faut la conforter et la soutenir de toutes nos forces.
si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui que nous sommes bouffés par la spéculation au détriment de la valeur du travail, et que ça n'est pas une fatalité, non seulement cette hécatombe va se poursuivre, mais elle va s'accélérer. Vous parliez de Lefrancouc, oui, je pense que les effets collatéraux seront cela. Alors pour moi, la fatalité, mesdames et messieurs, celle qui fait dire que l'on n'y peut rien, parce que j'entends ça tous les jours, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la mondialisation, pour moi en fait c'est de la foutaise, c'est peut-être naïf, on vit dans un monde comme celui-là qui accélère, mais Ascoval bénéficie de savoir-faire, vous l'avez rappelé, de compétences humaines exceptionnelles, on le voit et on l'a vu, et de compétences qui sont à la pointe, comme vous le rappeliez aussi tout à l'heure, à l'appui d'outils adaptés pour lesquels d'ailleurs, le maire l'a rappelé également, des dizaines de millions d'euros ont été investis pour leur modernisation. Et dans ce sens, j'ai cru lire que l'usine a vu sa capacité de production augmenter pour atteindre 500 000 tonnes d'acier en 2018. Voilà, je dis en fait nom d'un chien, on parle quand même de sidérurgie, qui est l'âme de notre industrie, surtout sur le plan local, que l'on va tuer sans vergogne, au nom de l'argent roi, ce que nous disions. Alors je veux dire en fait quelle folie de se passer de ces compétences, de savoir-faire exceptionnels. J'entendais même ce matin une personne avec qui j'ai discuté qui disait qu'Ascoval était aussi moins énergivore que d'autres entreprises auxquelles souhaiterait en fait commander Vallourec, parce que vous avez un process, je pense en récupérant l'acier, etc., et en faisant travailler aussi des gens du coin, et donc c'est moins énergivore. Voilà, donc savoir-faire, outils modernisés, moins d'impact sur notre environnement, qui dit mieux. Cela ne suffit pas, donc ok, parlons de la vocation première d'une entreprise, qui pour moi est d'abord de donner du travail aux gens et de permettre à des familles d'avoir des perspectives et de vivre, dignement. Voilà, tout cela, là-haut, on feint de l'ignorer. Et en l'occurrence, il s'agit, vous disiez, de 279 salariés et de 1000 emplois induits. Voilà, donc la vocation d'une entreprise n'est pas de gaver quelques spéculateurs sans âme. Il est possible, pour moi, j'en suis convaincu, de remettre les choses à leur place, mais pour cela, encore faut-il que le politique reprenne sa place et qu'il ne soit pas gangréné par le tout-finance. J'en ai marre, en fait, de voir ces politiciens d'en haut qui sont complètement déconnectés des réalités et de voir le pouvoir financier prendre le pas sur le pouvoir politique au bon sens du terme. Si Vallourec n'accepte pas d'investir et de réinjecter, ça n'aura rien à voir en fait avec les 51 millions d'euros dont on parlait, parce que je crois que les effets collatéraux vont être décuplés, et dans tous les cas, Vallourec devra rendre des comptes, et devra vous rendre des comptes. Alors pour terminer, comme l'a dit le président des Hauts-de-France, j'espère que le sursis accordé par le tribunal est une chance, et comme vous disiez tout à l'heure, si on arrête de nous balader et de jouer au yo-yo avec vous, monsieur Burny, voilà, et en tout cas, effectivement, on est de tout cœur avec vous et avec votre démarche. Très bien, merci Jérôme Léman. Je cède maintenant la parole à notre première adjointe, Marie-Thérèse Couret-Ledroll. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je ne vais pas répéter, mais je voudrais quand même fortement féliciter les salariés quand même qui refusent la fatalité. Ce matin, on a vu quand même des salariés combatifs. Alors sûr, avec une grande amitié, comme le disait M. Burny, une grande famille, mais en même temps des salariés qui ne voulaient pas perdre leur travail. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on force un petit peu les salariés à partir, à faire des plans, licenciement, à leur donner, à leur faire miroiter, on leur donne de l'argent, et on dit comme ça, ils vont arrêter de nous embêter, ils vont partir. Mais l'argent, ça part vite, et malheureusement, le travail n'est pas courant, et beaucoup de gens se retrouvent sur la paille, surtout quand on a aussi des années d'expérience, et qu'on a travaillé pendant 20 ou 30 ans dans une boîte, c'est quand même difficile après de retomber. Et ça, c'est difficile d'autant plus aussi pour leur famille. Alors l'an dernier, en fin d'année, M. Burny me disait, ils ont subi un petit peu les mêmes pressions. Ils ont passé des fêtes catastrophiques. Et aujourd'hui, ils ont encore une épée Damoclès sur la tête. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de ces salariés? Quand est-ce qu'on va reconnaître quand même leur courage,
leur travail et leur savoir-faire. Alors Vallourec a quand même touché pas mal d'argent pour pouvoir de l'État. Et que fait-il? Il n'utilise pas évidemment l'argent pour l'emploi, ni pour réinvestir. Mais en voulant quitter l'Europe, il prend en otage tous les salariés d'Ascoval. Et ça, c'est honteux de voir ces choses-là se pratiquer encore. Alors cette situation, elle est voulue depuis longtemps. Vous le disiez, M. Burny. C'est voulu depuis longtemps, il y a des commandes, mais on fait semblant qu'il n'y en a pas, on le met de côté, on ne livre pas forcément. On essaie de trouver des moyens pour fermer vraiment cette entreprise. Ils ont engagé aujourd'hui la casse pure et simple de la sidérurgie dans notre région. Et c'est grave parce qu'on était quand même un bassin avec une sidérurgie très très forte, qui a connu des heures flamboyantes quand même, glorieuses. Donc je pense que ça c'est vraiment honteux. Alors moi aujourd'hui je dis, comme tous les élus, je suis contente qu'aujourd'hui tous les élus sont de tout cœur avec vous, l'ensemble des élus, de la majorité comme de l'opposition. Et je dis que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et tenir ses engagements. Il y en a marre de faire, quand on se rend sur un site ou quand on va rencontrer des gens, de leur dire ne vous inquiétez pas, tout va aller bien, on va vous donner, on va faire, et dès qu'on a le dos tourné, de changer son fusil d'épaule et de changer son langage. Alors le gouvernement il doit prendre ses engagements, suivre ses engagements, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement l'avenir d'Ascoval qui est en jeu, c'est l'avenir de toute la sidérurgie, c'est l'avenir des familles et des enfants, parce que moi je vois beaucoup, je suis adjointe au niveau du CCAS, toutes ces familles qui subissent les licenciements et qui vivent très mal. Ça c'est difficile à accepter. Et c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que demain c'est quand même tout un pan de l'emploi qui sera perdu. Alors moi je vous félicite, je vous souhaite bon courage, et sachez qu'en tous les cas ce matin je vous ai vu là-bas, et je suis prête encore à aller vous rencontrer, et puis à vous amener notre soutien. Et puis bon courage à vous, et je souhaite de tout cœur qu'ici au mois de novembre, vous ayez enfin l'avenir qui va s'ouvrir à vous, et que vous puissiez continuer à travailler, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même un métier très difficile. Beaucoup de gens qui ont travaillé avant vous, moi j'en ai connu dans ma famille, sont aujourd'hui décédés parce que les conditions de travail ne sont pas forcément les meilleures. Quand on fait fondre de l'acier, tout ça, c'est pas forcément bon ni pour les poumons. Mais vous êtes là, vous êtes franchement avec la force pour vous battre, et félicitations à vous. Et bon courage, en espérant que demain l'avenir soit meilleur. Très bien. Sur ma gauche, pas d'autres demandes d'intervention. Monsieur Christian Châtelain. Merci, monsieur le maire. Monsieur Burny, chers collègues, je voudrais juste ajouter dans ce dossier Ascoval et vous rappeler que le mois dernier, ici même, autour de cette table, une majorité d'élus se sont retrouvés en faveur d'une défiscalisation, au moins une exonération fiscale en faveur des entreprises qui viendraient s'installer sur notre territoire. Cela démontre une volonté, une démarche volontariste pour l'implantation d'entreprises de moins de 250 salariés qui voudraient s'installer sur notre territoire. Et ce, sans compensation de l'État. Alors je pense que maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, l'État doit s'engager fortement, et la balle est dans son camp, pour apporter toute son énergie pour sauver Ascoval et donc vos emplois. Merci. Très bien, merci à M. Christian Châtelain. Y a-t-il, oui, d'autres demandes? M. Jean-Baptiste. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais rajouter que si Vallourec ne veut pas se souvenir de son histoire et de tout ce qu'il doit à notre territoire pour prendre en charge la compensation financière, en tout cas l'aide à apporter au projet pour qu'il devienne viable, je pense que c'est à nos élus de rappeler au groupe Vallourec tout ce qui a été fait pour eux au niveau national quand ils ont eu des problèmes, et aussi tout ce qui a été fait au niveau local, parce qu'on n'en parle pas énormément, je trouve, en ce moment, mais tout ce qui a été fait sur les centaines d'hectares qu'ils ont laissé des usines en friche urbaine, et que tous nos villes, nos communautés d'agglomération ont dû dévoluer, déconstruire pour reconstruire ensuite et refaire des projets. Ça, c'est aussi des dizaines de millions d'euros qui ont été mis d'argent public pour nettoyer après le projet, après le passage de Vallourec.
Je pense que ça, c'est quelque chose à voir. Si Vallourec ne tient que à ses intérêts financiers, il faut peut-être à un moment aussi que les élus nationaux puissent leur mettre la pression en leur disant il y a un plan social, mais ça ne va pas se limiter à ça. Vous allez devoir déconstruire l'usine, dépolluer le site et donner un projet au site. Et ça va coûter beaucoup plus cher que 51 millions d'euros. Donc mettez les 51 millions d'euros, laissez cette entreprise prospérer sans vous, et ensuite on ne parlera plus de vous et on vous oubliera et vous serez plus qu'un souvenir lointain dans l'esprit des travailleurs. Très bien. Dans le même temps, je voudrais vous proposer, après la motion de l'opposition, dont je veux saluer l'esprit de responsabilité, la motion de la majorité. Ne touchez pas la sidérurgie française, tous derrière Ascoval, non à la disparition de la scierie de Saint-Saulve, ensemble, sauvons les enfants de Vallourec. La sidérurgie, comme tous ses savoir-faire, qui ont fait la renommée de notre région et contribué au redressement du pays après-guerre, puis à son rayonnement à travers les décennies, est un pan important de notre histoire industrielle. Aujourd'hui, cette histoire et surtout l'avenir de la sidérurgie française sont menacés de disparition avec celle d'Ascoval, la scierie de Saint-Saulve. Ce mercredi 24 octobre, le tribunal de Strasbourg devait se prononcer sur le devenir de l'entreprise, selon la position du groupe Vallourec. Si Vallourec acceptait de soutenir le projet de reprise du groupe belge Altifort, le site de Saint-Saulve serait sauvé. Dans le cas contraire, le tribunal n'aurait plus qu'à programmer la liquidation judiciaire d'Ascoval avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît. Fermeture du site de Saint-Saulve et, par effet mécanique, de la tuberie et de Phoenix, soit la disparition de 480 emplois directs. Sans oublier l'impact sur les entreprises sous-traitantes. En tout, plus d'1 millier d'emplois menacés. À la veille de cette audience, Vallourec a opposé une fin de non-recevoir à la proposition de reprise d'Altifort, ce lundi 22 octobre. En effet, le groupe fondateur et ancien propriétaire de la scierie de Saint-Saulve, toujours actionnaire du site à 40%, est sorti de son silence pour dire qu'il ne mettrait pas davantage la main au portefeuille, refusant d'apporter les 51 millions d'euros pourtant nécessaires au développement de l'usine et à la création d'un train à fil, un procédé de fabrication permettant la transformation de l'acier en fil à destination de l'industrie automobile, aéronautique et nucléaire. Oubliant qu'il avait lui-même bénéficié d'une manne de près de 500 millions d'euros de fonds publics, dont 250 millions d'euros de la part de l'État en 2016, par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement. Le groupe semble avoir ainsi scellé le destin de l'acierie de Saint-Saulve. Le président de la République, qui annonçait en début d'année lors d'une visite dans le Valenciennois, sur le site de Toyota Onin, Madame le maire de Saint-Saulve, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, doit aujourd'hui rappeler le groupe Vallourec à ses responsabilités envers l'acierie, ses salariés et leurs familles. Aujourd'hui, il s'avère que la décision de justice est finalement repoussée au 7 novembre prochain, à la veille de la venue du président de la République dans notre région. Ces 2 semaines doivent permettre de finaliser le projet de reprise d'Altifort et aux parties intéressées de définir la portée de leur engagement. De notre côté, nous comptons bien mettre ces 2 semaines à profit pour faire entendre la voix de la colère, la voix de l'espoir et organiser avec détermination le rassemblement et le soutien aux salariés d'Ascoval et à leurs familles dans toute la diversité. L'union fait la force. Les élus locaux, unis dans leur diversité, ont ainsi fait connaître leur intention de rester aux côtés des travailleurs d'Ascoval jusqu'au terme de son combat. Ensemble, disons non à l'Europe des multinationales et des quotas. Non aux arbitrages économiques uniquement conditionnés par l'argent et le profit. Non à la disparition de la sidérurgie française au profit des pays de l'Est, de l'Allemagne, de l'Asie, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. J'en ai terminé avec cette motion de la majorité.
Voilà, sur ce, je propose de compléter ces deux motions et je cède de nouveau la parole. Je tiens à le dire, c'était un oubli, c'est que Olivier Burny est, comme il me l'a rappelé ce matin, je le savais, un mardi trop. À vous, cher monsieur Burny, cher Olivier. Excusez-moi, mais ça me paraît important parce que je voudrais revenir sur le chiffre que j'entends, 51 millions d'euros. Alors, on l'entend aussi beaucoup dans les médias. Ça, c'est un chiffre que Vallourec aime dire. On n'est pas à 51 millions d'euros. En fait, ce qui est demandé à Vallourec est simple. On pose en 3 conditions suspensives dans l'offre collective. Une condition suspensive où on demande 6 millions à Vallourec pour absorber le passif social. Pourtant, c'est indu, c'est la responsabilité de Vallourec puisqu'il a été fait à 95% lorsqu'on était dirigé par Vallourec. C'est 6 millions d'euros. Ensuite, la deuxième condition suspensive, c'est 12 millions d'euros pour une remise à niveau du hall 1 et 2 chez nos voisins de la Tuberie pour pouvoir y installer le train fil. On en est à 18 millions d'euros. Le delta, pour aller à 51 millions d'euros, Vallourec nous l'explique par l'écart de prix qu'il y a entre nous et HTM, avec ses chiffres à lui. Public, donc les fameux 190 euros, qui, je précise, selon notre expert, n'est pas de 190 mais 150. C'est 40 euros, et c'est énorme. Ensuite, donc c'est les 115 000 sur 18 mois, pour Vallourec, ça fait une trentaine de millions d'euros. Nous, on dit c'est faux. C'est faux parce que Vallourec oublie de nous expliquer que les aciers spéciaux pour Vallourec, donc les aciers alliés au chrome, on est 300 euros moins cher à la tonne que dans ces autres sources d'approvisionnement. Et si on fait les comptes, nous, vu de notre fenêtre à nous, on n'est plus à 51 millions d'euros, mais à 35 millions d'euros. Donc l'effort de Vallourec demandé, c'est 35 millions d'euros. Et c'est le 51 millions d'euros. Vallourec aime le propager, aime le diffuser. Encore une fois, c'est un mensonge. Je voulais juste apporter une précision sur ce chiffre qu'on entend tous les jours à la télé. Merci. Très bien. Merci de ces précisions. Et je pense que tous ensemble, on ne peut que souhaiter à nouveau un grand et beau combat avec vous, pour vous et pour le Nord. Oui, ayons confiance pour faire en sorte de sauver Ascoval, Vallourec et notre sidérurgie française. Bon retour, bonne lutte et dès demain, nous serons de nouveau à vos côtés pour apporter la solidarité matérielle. Merci. Allez, bon courage à tous. Bonne lutte. Bien. Alors, nous allons reprendre, je rouvre de nouveau la séance de l'Assemblée municipale avec une première question, c'est l'admission en emballeur qui sera présentée par notre collègue Marie-Thérèse Couret-Ledroll. À vous, Madame Ledroll. Merci, Monsieur le maire. La trésorerie sollicite l'admission en non-valeur des titres indiqués dans les tableaux joints en annexe. Ces créances concernent des frais d'ALSH, de restauration scolaire, de location de salle, des mises en fourrière à payer et TLPE. Les procédures de recouvrement forcé menées par la trésorerie ont été jusque leur terme, soit en se heurtant à l'impossibilité de déterminer la nouvelle adresse des débiteurs de la ville, soit en constatant l'absence de biens à saisir, soit en fin de fait du fait du montant inférieur au seuil de poursuite. En dépit de ces diligences, le receveur municipal n'a pu, comme il en est chargé, recouvrer ses titres de recettes. Il est rappelé que l'admission en non-valeur n'emporte pas juridiquement extinction des dettes et des poursuites. Donc vous avez la liste sous vos yeux, je ne vais pas l'énumérer. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre ces titres en non-valeur. Madame le maire. Y a-t-il des questions sur cette délibération?
Il n'y en a pas, je propose de la soumettre au voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous passons ensuite avec une décision modificative numéro 1. À vous, Madame Marie-Thérèse Ourel-Le-Drôle. Le budget primitif 2018 de la ville a été adopté par le conseil municipal en séance du 29 mars 2018 sur la base des prévisions de dépenses et de recettes connues à l'époque. Un emprunt de 1 500 000 € a été prévu pour le financement du comblement des carrières souterraines. La première échéance tombe en octobre 2018. Il convient donc de procéder à une décision modificative, car la décision modificative M14 nous impose d'avoir des crédits suffisants sur l'ensemble des chapitres. Le détail de cette opération nous est donc présenté en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette décision modificative. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette DM? Oui, monsieur l'adjoint aux finances, monsieur Didier Caillé. Oui, merci monsieur le maire. Je voudrais juste apporter quelques précisions donc, sur cette DM numéro 1. Bon, comme vous l'a dit ma collègue Marie-Thérèse, cette DM concerne l'emprunt que nous avons compacté au mois de, enfin, que nous avions mis au budget au mois de mars. À cette époque, on nous avait donné donc un taux, mais il était impossible de savoir la première trimestrialité si elle aurait lieu sur l'année, l'exercice 2018 ou 2019. Donc, afin de maintenir les taux qui, à l'époque, on nous avait donc garanti un taux de 1,35 pour cet emprunt d'1 500 000 € à taux fixe sur 15 ans, il nous fallait absolument signer cet emprunt au mois de juillet. Ce que nous avons fait donc pour garantir le taux d'1,35, ce que je voudrais rappeler également, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce taux d'1,35 est passé à 1,55, ce qui nous donne déjà donc un delta sur cet emprunt, le fait de l'avoir fait plus tôt que prévu, mais c'était aussi également pour sécuriser les travaux qui auraient pu avoir lieu. On ne sait pas ce qui peut se passer encore sur novembre et décembre, chose que je ne souhaite pas. Mais comme je l'avais dit déjà, puisqu'il y avait déjà eu des questions au sujet de cet emprunt, c'est également une sécurité pour les habitants, pour les Marlysiens, les Marlysiennes, les habitants de cette zone qui est touchée par les carrières souterraines. Donc il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le delta entre les 1,35 et les 1,55 représente 22 260 €. C'est quand même pas négligeable au niveau de l'économie qui a été faite. Le petit rappel également, c'est que les factures engagées au niveau des carrières souterraines se chiffrent à l'heure actuelle donc à 73 318 €. Cet emprunt et les 1 500 000 € sont sur le compte perception. Sachez que je demande à un service comptabilité et à son responsable de me communiquer en début de mois et en milieu de mois une situation de trésorerie. Donc la situation de trésorerie que j'ai ici sous les yeux, cette situation de trésorerie ne reprend pas les 1 500 000 €. Les 1 500 000 € ont été demandés pour les carrières souterraines et elles ne serviront que pour les carrières souterraines. C'est une sécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait le savoir. Donc, ce qui nous permet, avec cette situation de trésorerie, de faire d'avoir un solde prévisionnel à la fin de chaque mois, hein, donc au 1er et au 15, et de ne pas anticiper avec l'argent qui se trouve réellement sur le compte de la trésorerie. Voilà un peu ce que je voulais rajouter, monsieur le maire. Bien, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, mademoiselle Rita Canas. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il ne s'agit pas aujourd'hui d'ouvrir de nouveau un débat sur la réalisation de cet emprunt qui a été présenté lors du vote du budget primitif 2018 pour le financement du comblement des carrières souterraines sur le domaine public. Mais la présentation de cette décision modificative apparaît être un simple jeu d'écriture comptable. Comme vous l'avez indiqué, il est proposé de retirer à la ligne 022
qui correspond aux travaux dans les écoles, une somme pour couvrir les intérêts de l'emprunt. Nous aimerions savoir quels sont les travaux qui sont impactés par cette mesure et quelles sont les écoles qui ne verront pas de travaux effectués. Nous regrettons cette décision, au vu notamment des remarques qui avaient été formulées par notre collègue Yves Floquet lors du vote en juin dernier du compte administratif 2017 sur la ligne du travaux dans les écoles, qui reprend le compte administratif, le DP 2017. En budget primitif 2017, on disait qu'on devait faire 350 000 952 et 30 centimes de travaux dans les écoles. Au compte administratif 2017, qu'on a voté le 30 juin de cette année, nous avions effectué, la ville a effectué 46 090,38. On a eu une grosse différence. La situation va-t-elle se répéter sur l'année 2018? Au vu de ces éléments, nous sommes dans une, comme vous le dites depuis tout à l'heure, il nous faut des propositions constructives et donc nous allons, les élus socialistes, le groupe des élus socialistes propose ce soir un amendement au conseil municipal. Nous proposons que ces 25 000 € soient non pas retirés de cette ligne 022, mais que l'effort soit fait sur la ligne fêtes et cérémonies 62-32, pour mémoire, je pourrais le dire, qui a été présenté, je sais qu'un chapitre de fonctionnement, je n'ai pas compris, sur le DG, j'ai un peu ça, mais on pourrait revoir l'équilibre budgétaire sur la section de fonctionnement. Excusez-moi, les fêtes et cérémonies sur l'année 2018 ont augmenté de 14 810 €. Donc l'effort, on pourrait le faire porter peut-être plus sur ce chapitre-là. Merci de votre écoute. Et nous espérons réellement que cette proposition, cet amendement soit pris en compte. Merci. Bien. Après Mademoiselle Canache, je cède la parole à notre adjoint en finance, Didier Caillé. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais répondre donc à Rita concernant les 25 000 € pris sur les travaux des écoles. Alors, je peux te rassurer, Rita, les travaux dans les écoles sont faits. Il s'agit simplement des travaux qui étaient prévus sur le nouveau restaurant scolaire Marie Curie, qui malheureusement ont pris du retard parce qu'une des entreprises a déposé le bilan. Donc il a fallu refaire un appel d'offres. Donc cet argent ne sera pas dépensé cette année, il sera dépensé sur l'exercice 2019. Donc nous pouvons nous permettre de prendre les 25 000 € sur cette ligne budgétaire. Oui, la parole à Madame Virginie Melki-Tétini, qui est interpellée sur la question du budget fête cérémonie. À vous, Madame Melki-Tétini. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc Rita insiste sur le fait que le budget a augmenté de 15 000 €, donc inclut également la culture, fête, cérémonie, culture. Vous voulez également insister sur cette ligne et insister aussi sur le fait que les fêtes, on nous demande de plus en plus d'être très vigilants sur la sécurité, notamment au niveau de la brocante, le budget sécurité a augmenté, on va dire, à x3. On vient de mettre 20 agents, notamment le jour du 13 juillet. Donc malheureusement, on dépend aussi de la demande du sous-préfet. La vie des gens, on va dire, n'a pas de prix. Donc effectivement, le budget a dû augmenter et également les artistes augmentent aussi leurs tarifs au niveau des prestations. Donc effectivement, parfois, la vie augmente, le coût augmente, et puis nous sommes face à ces coûts pour lesquels nous souhaitons amener de la qualité pour une commune comme la ville de Marly. Et j'insiste vraiment sur le fait que la sécurité, vraiment, on ne peut pas pallier à ces frais. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Monsieur Versailles, vous avez levé le doigt. Oui, monsieur Henry. Allez-y, non, c'était moi le président de séance. Pas de problème, monsieur le maire. Et ensuite, je suis ravi que vous soyez impatient de m'entendre. Alors, moi, je vais revenir rapidement sur le fait que les crédits soient switchés de la ligne travaux aux écoles pour remboursement de l'emprunt. Je pense que ça montre très bien en fait, le sens de vos priorités, et c'est quelque chose dont on se rend compte et qu'on dénonce avec mon groupe depuis le début du mandat. On a toujours dit que les écoles étaient dans un état déplorable et que le volume des travaux qui étaient mis dedans était insuffisant. Vous nous répondez que les travaux de la cantine des Floralies sont décalés, très
bien, mais ça n'empêchait pas de faire 25 000 € de travaux dans une autre école ou sur un autre projet. Je sais que par exemple dans l'école Jean Rostand, récemment, la directrice a demandé à ce qu'il y ait un préau qui soit fait parce qu'il n'y a pas de préau pour les enfants et on lui a refusé en disant qu'il n'y avait pas d'argent pour le faire. Bon, voilà, par exemple, ça aurait pu être une utilisation de cette somme. Sur le prêt, moi, je veux quand même revenir sur l'opportunité même de faire ce prêt qui a été décidé au BP et qui était conclu, je crois, en juin ou en juillet 2018, alors que il n'y a aucun travaux qui sera réalisé sur l'année 2018, que le cabinet d'études n'a toujours pas rendu son verdict, son chiffrage. Je me suis renseigné, puisque je crois que c'est la Banque Postale qui nous a financé, donc je me suis renseigné auprès d'eux. Les taux d'intérêt sont toujours aussi bas sur cette année que ce qui a été fait au moment de conclure le prêt. Et d'après ce que j'ai pu comprendre dans cet échange que j'ai eu avec la personne, il ne prévoit pas de remontée des taux avant au moins milieu-fin d'année prochaine. Donc il n'y a vraiment pas d'urgence à réaliser cet emprunt. D'autant que si on considère ce que pourrait être la bonne gestion d'une commune, pendant ce temps-là, on aurait pu épargner en fait la somme de remboursement et ça aurait fait de l'autofinancement. On aurait pu aller voir le banquier en disant qu'on avait un autofinancement, donc un volume de financement nécessaire qui était inférieur et négocier un taux également plus bas de cet emprunt. Je pense que vraiment on est dans un cas très typique de votre gestion de l'année. Alors, on peut vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous allez passer un an avec 1,5 million en trésorerie. Vraiment, ça interroge énormément. Comme on ne veut pas douter de votre bonne foi, on ne va pas dire que c'est quelque chose de louche ou de suspect, mais en tout cas, c'est au moins un signe de très mauvaise gestion municipale. Je cède la parole à notre adjoint aux finances, M. Didier Caillé. Oui, M. Verfailly, je voudrais réagir un peu parce que vous annoncez souvent des chiffres, vous annoncez souvent des noms d'établissements. Je vais revenir simplement sur le petit échange que nous avions eu sympathique avec Finance Active, que vous ne connaissiez pas, mais vous ne pouvez pas non plus connaître tout le monde. J'ai ici sous la main un écrit de la Banque Postale. Donc si vous n'avez pas le même, vous n'avez peut-être pas appelé la Banque Postale, ou vous avez mal lu sur l'annuaire pour pouvoir l'appeler. Mais moi j'ai un document de la Banque Postale où on me donne comme taux 1,55. Ce document date de 3 jours. Donc évitez, non mais attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Pas de colloque. Et évitez une fois pour toutes de partir dans des discussions où vous voulez avoir raison à tout prix. Où pour vous, la majorité municipale, nous ne sommes que des bons à rien. Moi je commence franchement à en avoir ras-le-bol. Échangeons gentiment, échangeons calmement, arrêtez de dire n'importe quoi à tout vent. Nous, quand on vous dit quelque chose, on en a les preuves. Jamais je ne me serais permis d'annoncer 1,55 si on ne me l'avait pas écrit. Alors, je vous demande une dernière fois, arrêtez, discutons gentiment, et vous verrez que pour la commune de Narly, pour ses habitants, tout le monde avancera dans le bon sens. Alors, je rappelle que c'est une intervention par groupe. Et je vais me tenir, s'il vous plaît, M. Verfailly. Je demande de respecter le règlement intérieur qui a été adopté en début de mandature, à l'unanimité de notre Assemblée. Je vous cède de nouveau la parole et ensuite à M. Christian Anquet. Sur la partie réglementaire, M. le maire, tout d'abord, à partir du moment où je suis mis en cause, je répondrai autant que je voudrais sur n'importe quel sujet. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Monsieur l'adjoint aux finances me met ma parole en doute, je répondrai, c'est normal, cette partie du débat contradictoire qu'on a au sein d'un conseil municipal. Je pense que c'est le débat légitime qu'on souhaite avoir tous ensemble. Et il n'y a pas de raison de brider notre parole, que ce soit la mienne ou celle d'autres élus ici présents. Sur la question du taux d'intérêt, je pense que, M. Caillé, vous n'êtes pas, quand on vous communique un taux bancaire, ensuite vous allez négocier, vous allez faire valoir votre dossier et vous faites baisser le taux. Ça, c'est comme ça que ça marche. Je peux vous dire que j'ai eu quelqu'un de la Banque Postale, que j'ai eu un DGS en qui j'ai toute confiance, qui est en train de négocier un prêt à peu près du même niveau, avec le même établissement bancaire, et qui est sur une somme qui est un taux qui est très en dessous de celui que vous annoncez ici. Et avec un dossier probablement moins bon que la ville de Marly, parce que c'est une commune qui a un taux d'endettement supérieur au nôtre. Monsieur Christian Anquet, et ensuite à Monsieur le maire.
Alors finalement, je vais être assez court parce qu'il y a eu des interventions auparavant, donc ça va me permettre de résumer les choses. Alors tout d'abord, je m'étonne quand même qu'on s'amuse à des jeux politiciens pour essayer sur cette question, parce que finalement, si on parle de budget, il faut être très très franc et dire aussi aux gens qu'on ne parle pas non plus de modifications qui sont sur des sommes hyper importantes par rapport au budget qui a été voté à l'époque. Et en plus, il y a l'explication de l'idée qui est très très claire sur l'histoire du report de dépenses de toute façon d'une année sur l'autre. Donc là, on est en train très clairement faut être franc, de chipoter sur ces histoires-là. D'autant plus que là, par contre, je dément, il y avait un état clair que je connais des écoles en 2008 qui a été constaté, et que depuis, il y a eu un nombre de travaux énormes qui ont déjà été opérés, et qui évidemment doivent être faits au fur et à mesure. Ne parlons pas des mises aux normes liées au désagrémentage, ne parlons pas des mises aux normes liées au PMR, etc. Il y a toute une série de choses qui sont importantes à faire aussi, et qui sont venues se rajouter à l'état global aussi des écoles en eux-mêmes, je pense l'isolation, les fenêtres, etc., les portes, etc. Donc ça, on ne peut pas le nier, et il y a encore à faire, ben oui, parce que oui, ça demande un temps pas possible pour le faire. Oui, ben voilà. Puis après une petite remarque aussi pour nos amis socialistes. C'est un peu dommage d'aborder la question aujourd'hui qui est plus l'objet d'une communication que j'étais présent au bureau cette fois-ci, donc j'avoue que j'étais pas mal absent ces derniers temps. Il me semble qu'on a évoqué le fait que si vous aviez peut-être des questions, des choses qu'on peut avancer avant même d'être un conseil municipal, donc c'est ma position à moi, hein. Là je ne parle qu'en mon nom. Je trouve étrange que d'un seul coup vous ayez une question, vous ayez quelque chose à soulever aujourd'hui. Je pense que ça aurait été bien, vous pouvez le faire aujourd'hui, hein, sans problème, mais qu'on puisse l'évoquer aussi en bureau et avancer et travailler ensemble, ce qui me semble plus constructif. Moi j'avoue être fatigué par les jeux politiques des uns et des autres. Je viens d'expliquer l'histoire des chiffres, c'est valable aussi pour vous. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer d'avancer, parce que moi je ne vais pas continuer comme ça X temps à devoir supporter ce genre de choses. Voilà. Les enfantillages de collège, c'était au collège, c'est pas aujourd'hui. Bien, je voudrais maintenant, le maire n'est pas encore intervenu, je m'excuse, vous venez perturber mademoiselle Canas, et vous allez me laisser la parole s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord rappeler, tout d'abord que nous avons obtenu, dans le cadre de la gestion, dans le cadre de la... Madame Canas vient pour perturber les... Mais nous n'allons pas nous laisser entraîner à l'aventure. Il faut que vous sachiez que Madame Canas, nous n'avons pas vu depuis des années et des années, notamment à travers sa mission, qui est celle de la politique de la ville. Tout d'abord, je me félicite qu'avec la gestion qui est la nôtre, eh bien nous ayons, dans le cadre et avec les services financiers, sous l'impulsion de notre collègue adjoint aux finances, Didier Caillé, réalisé un emprunt à un taux qui ne peut être que salué, je rappelle, 1,34. Deuxièmement, comparativement aux informations qui étaient apportées, actuellement 1,55. Deuxièmement, je rappelle aussi, c'est que cela, comme on dit, conduit à une économie de 22 000 € pour notre ville de Marly. C'est une bonne chose, c'est un atout supplémentaire. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler qu'en ce qui concerne les travaux, j'entends de ci, de là, rien ne s'est fait, j'ai pu prendre connaissance d'écrits de M. Verfeuille, rien ne s'est fait dans les écoles. Nous en sommes à 3,5 millions d'euros à ce jour depuis notre arrivée. Deuxième aspect, je laisserai juge les membres des conseils d'école, les enseignants, toute la communauté éducative sur ces propos qui n'ont rien à voir, comme on dit, avec la réalité. Deuxièmement, j'ajoute qu'en ce qui concerne les dépenses imprévues, mais c'est un chapitre
qui a pour objet de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues. Et qu'à partir de là, ce chapitre 0, comme on dit, 022 par contre, pour lequel il y a une ligne budgétaire de 130 88,54 centimes d'euros, eh bien il est affecté aux dépenses imprévues. Car oui, en cours de vie et de gestion d'une collectivité, les dépenses imprévues émergent. Donc à partir de là, évitons de mélanger, évitons dans le même temps de jeter le doute, de jeter la suspicion, j'irai plus loin, l'anathème, sur les finances et la gestion de la vie. Troisième aspect, je voudrais aussi rappeler qu'en ce qui concerne notamment eh bien, les dossiers au conseil municipal de décembre auront pour objet eh bien, de faire un point sur les carrières souterraines et d'examiner les premières estimations parcelle par parcelle, notamment en ce qui concerne le secteur public et le secteur privé. Troisième aspect, vous évoquez, M. Verfailly, la mauvaise gestion de la ville. Mais entre nous, vous êtes sympathique, mais moi je vais vous poser une question dans notre assemblée. Pouvez nous parler de la gestion actuellement du conseil départemental du Nord? Pas plus tard qu'au mois d'août dernier, un homme se faisant passer pour une entreprise a détourné 800 000 € du département du Nord. Nous serions également en droit, cher monsieur Verfailly, cher conseiller départemental, de vous demander des comptes sur notamment ce versement, puisqu'il s'agit également d'argent public des contribuables que nous sommes tous. On parlait de la régie mais personnellement, si vous me permettez, je ne le ferai pas, car je sais pour ma part prendre de la hauteur, car la brigade financière de Lille actuellement enquête et que c'est à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier, sur ce détournement de fonds publics, notamment d'un Chinois installé en Israël et qui était capable, dans le cadre eh bien, de la méthode de la dématérialisation, d'avoir recours au financement et à un détournement de fonds publics de 800 000 €. À partir de là, je vous renvoie devant vos responsabilités et je terminerai notamment en ce qui concerne l'amendement qui nous est proposé par mademoiselle Rita Canas. Je tiens à rappeler que le règlement intérieur qui a été adopté stipule en ce qui concerne le vote des amendements l'examen approfondi de tous les projets de délibération doit permettre à chaque groupe politique ou élu de former son opinion en vue de faciliter l'organisation du débat en séance publique. Chaque élu a la possibilité, en exprimant sa volonté, de proposer des amendements ou des contre-projets. Dans le même temps, sur toute affaire en discussion au sein du conseil municipal. Ceux-ci doivent cependant être rédigés par écrit, adressés à monsieur le maire et déposés au secrétariat général un jour franc avant la séance du conseil municipal. Ils sont alors mis aux voix avant la question principale, en commençant par celui qui s'écarte le plus du projet de délibération. Je conclus, si la complexité de l'amendement le justifie, eh bien, je tiens à rappeler que le maire a la faculté de les refuser ou de les renvoyer à la commission compétente. Dans le même temps, je tiens à rappeler qu'une commission des finances s'est réunie récemment, le 17 octobre, et je pense qu'il aurait été bien, en ce qui concerne mademoiselle Canas, que vous puissiez être présent et vous exprimer à l'occasion de cette commission où chacun a déjà eu en amont la possibilité d'intervenir sur ce sujet. Dans le même temps, je tiens à rappeler que la police, notamment de l'Assemblée, revient au maire et à lui seul. Sur ce, je propose de passer cette délibération aux voix. Celles et ceux qui sont pour cette DM le manifestent en levant la main. Avis contraire. Alors, nous avons dans les avis contraires 6 voix d'opposition, abstention. Nous n'en avons pas et nous passons ensuite à la question suivante qui est la dénomination. Je passe à une délibération que je vais présenter
qui se rapporte à l'autorisation de signer les marchés entretien des espaces de divers secteurs de la ville. Le présent marché comprend diverses prestations d'entretien des espaces verts de la ville, notamment les tontes au quartier, les floraliers, ainsi que de l'entretien divers sur plusieurs secteurs. Fauchage, dessouchage, élagage, abattage, l'entretien des stades ainsi que des groupes scolaires. Le marché comporte des quantités annuelles, minimum et maximum. Le marché comprend enfin une action d'insertion par l'économie obligatoire, emploi de personnes présentant des difficultés sociales ou professionnelles, particulières pour la durée du marché. Au vu du montant prévisionnel, un appel d'offres ouvert européen a été lancé. La commission d'appel d'offres, qui s'est réunie ce 24 octobre 2018, a jugé économiquement la plus avantageuse l'offre de la société ID-DRD située à Bouchain, bien entendu, dans le Nord. À l'occasion de cette commission, je me dois de rappeler que cette proposition a reçu un avis unanime des présents, notamment de la commission, ce dont je tiens à remercier de la confiance apportée par tous les commissaires. La durée du marché, enfin, est fixée selon les modalités suivantes. Le marché est conclu pour une année, à compter du 17 novembre 2018. Renouvelable 3 fois par an, décision tacite, soit 4 ans maximum, et ce jusqu'au 16 novembre 2022. Il est donc proposé à notre Assemblée municipale d'autoriser M. le maire ou M. Caillé, adjoint aux finances, en cas d'empêchement de M. le maire à signer les marchés précités, les marchés complémentaires en cas de circonstances imprévues, de tout document à venir avec l'entreprise attributaire du marché repris ci-dessus, et d'imputer les dépenses au compte correspondant dans la limite du budget voté. J'en ai terminé avec la présentation de cette délibération. Qui demande la parole sur celle-ci? Oui, monsieur. Alors, mademoiselle Rita Canas et ensuite monsieur Versailles. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous dites qu'on a le droit qu'à une expression, je vais bien l'utiliser. Et même si elle n'est pas relative à cette délibération, je vais quand même remettre les choses et exercer un droit de réponse. Quand je fais une intervention en conseil municipal, c'est pas au nom de Rita Canas, c'est au niveau du groupe socialiste. Petite. Les méthodes d'intimidation au niveau du groupe ou au niveau de quelconque personne du groupe, ça ne marche pas. Et nous faire taire, excusez-moi l'expression, il en faudra. On a été des élus d'opposition, on a fait avancer des choses, et même dans une majorité municipale ou demain ailleurs, ça sera toujours la même chose. Je voudrais répondre à M. Anquet qui me dit par rapport au bureau municipal. Le bureau municipal s'est terminé à 19h. M. Floquet et moi-même, nous sommes arrivés à 19h, la réunion commençant à 18h30. Quand nous sommes arrivés, la réunion était terminée. Christian, ce qui est tout à fait normal, c'est normal quand on vient de l'île, qu'on est des élus salariés, qu'on est pris dans des bouchons. Je comprends tout à fait, voilà, on n'a pas pu l'exprimer. Je suis sortie de ce groupe des élus, de cette réunion au bureau municipal. Excusez-moi, monsieur le DGS, mais je vous ai interpellé et je vous ai dit, et monsieur Floquet, s'il était là, pourrait témoigner, monsieur le DGS, je ne serai pas présente à la commission des finances puisque vous la faites à 17h30. Et il y a des élus qui, certes, sont adjoints, c'est vrai, mais sont des salariés. Excusez-moi, mais quand on travaille sur l'île, pour ceux qui connaissent, quand vous voulez faire une réunion ici à 17h30, voyez-vous, je dois quitter mon travail à 16h. Et je pense que quand on est un cadre, 16h, ça ne se fait pas. Je vous ai demandé maintes et maintes fois, moi et M. Floquet, de faire des réunions à des heures qui permettent à des élus salariés d'être présents. Vous me répondez toujours par la négative. Et donc, cette réunion de la commission des finances, je n'ai pas pu me rendre. Mais quel a été mon étonnement, monsieur le maire, quand j'ai appris de collègues qui étaient dans cette commission des finances, qu'il y avait une réunion qui a été fixée au niveau de la jeunesse à 18h30 pour permettre à des élus de la majorité municipale d'être présents parce qu'on respectait qu'ils étaient élus salariés. Alors je me demande pourquoi de poids et de mesure. Petit 1. Petit 2, monsieur le maire, vous aimez, et je vais le dire à titre personnel, dire que je suis élu indemnisé qui ne fait rien.
On a eu déjà des échanges personnels, monsieur le maire. Si ça ne va pas, prenez acte et prenez des dispositions pour. Moi, je vous le demande de le dire dans le conseil municipal. Je n'ai aucun souci sur ça. J'ai un nom, je demande qu'on le respecte. Je fais partie d'un groupe, d'un parti politique, je demande qu'on le respecte. J'ai des valeurs de gauche, je n'ai aucun état d'âme, je ne suis pas là pour faire des esclandres, mais j'ai toujours eu l'habitude, et on m'a habituée comme ça en tant que militante dans un parti politique, de dire la vérité. Et je ne suis jamais dans la diffamation, et je ne fais jamais de propos ici ou ailleurs diffamant sur quelconque personne. J'ai combattu pendant 20 ans. Excusez-moi, je terminerai. Moi et mon collègue, monsieur Mamolo. Ça devient pénible. Non. Moi et mon collègue, Canas. monsieur Mamolo, nous avons combattu un homme qui s'appelait Philippe Duet. Jamais, vous m'entendez, jamais nous avons eu des propos diffamatoires sur la personne. Et nous avons toujours combattu des actions, des opérations. Et donc notre politique, elle a toujours été comme ça et je demande qu'on la respecte. Merci. Je rappellerai tout simplement que j'ai eu l'occasion de siéger dans un tas d'assemblées, comme vous le savez, l'AGLO, où j'y suis, le Conseil général du Nord, le Conseil régional, l'Assemblée nationale, et que, en permanence, si nous voulons avoir la participation des services qui sont précieux, dans le cadre notamment de la réflexion et de la contribution à l'avancée de nos politiques, cela doit se faire aussi dans le cadre d'une politique qui est le respect de la législation du travail. Pour mémoire, les 35 heures, c'est de règle, à ma connaissance toujours, c'est ce qui m'est rappelé, pour favoriser la présence des services, que ce soit les services de la région, du département, de l'AGLO, et à partir de là, n'oublions pas que les élus, adjoints et conseillers, bénéficient d'une indemnité pour favoriser la mise en œuvre de leur mandat, qu'ils ont possibilité dans le cadre du statut de l'élu de bénéficier, comme on dit, tout simplement d'heures de délégation. Et qu'à partir de là, à ne jamais être présent, ça pose pour moi, en tant que maire, un véritable problème. J'en veux pour preuve ce beau dossier des 100 millions d'euros pour l'AGLO. J'aurais bien voulu, cher Rita, t'avoir un peu plus à mes côtés pour faire avancer celui-ci. C'est dommage, mais moi je suis le maire de tous, je veux qu'on aille de l'avant, et en aucun cas je ne me laisserai détourner un seul instant avec tous mes amis, comme on dit, de méthodes et de façons de procéder à travers lesquelles la population n'a rien à gagner. Monsieur Verfeilly, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, lors de la précédente délibération, je suis déjà intervenu sur le fait de respecter le débat démocratique et quelques secondes plus tard, vous avez refusé de rendre la parole à Madame Canas, qui venait d'être mise en cause, ainsi que le Parti Socialiste par Monsieur Lanquet. Et ensuite, non seulement vous ne lui avez pas donné la parole, mais ensuite vous l'avez attaqué personnellement, et je trouve que c'est pas convenable pour le premier magistrat de notre ville. Et au-delà des contenances, si on peut dire, je voudrais vous faire part d'une question écrite qui a été déposée et répondue par le gouvernement en 2017 sur le temps de parole dans le conseil municipal. C'est Madame Marie-Jo Zimmermann qui demande si le règlement intérieur peut prévoir que le temps de parole est affecté globalement par groupe élu et s'il y a un droit individuel, chaque élu pouvant alors s'exprimer librement. La réponse du gouvernement. Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose, le règlement intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l'intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux. Il a ainsi été jugé qu'un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à 3 minutes portait atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux. Tribunal administratif de Grenoble, 1999. De même, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, a jugé qu'en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de 2 fois sur la même question avec une limite de temps de parole totale de 6 minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur au-delà d'un certain temps d'intervention ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux. La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal exercée par le maire et la liberté de parole des conseillers municipaux qui ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal du même code. Les mêmes principes s'imposent lorsque le règlement intérieur organise le temps de parole des groupes politiques
Le juge administratif a ainsi annulé les dispositions d'un règlement intérieur limitant à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisant à l'un de ses membres déjà intervenus de reprendre la parole pour administratif d'appel de Paris, 22 novembre 2005. Merci Monsieur le maire, je pense que c'est à prendre en considération pour la bonne tenue de nos prochains débats. Je rappelle que nous avons voté un règlement intérieur qui a été de nouveau voté à l'unanimité et qui va pour tous jusqu'à la fin de la mandature. La parole à notre première adjointe, Marie-Thérèse Gouret-Ledroll. Oui, ben moi je voudrais quand même intervenir à ce niveau du Conseil, parce que je trouve inadmissible quand même la tournure que prend toujours les débats. Je trouve qu'il y a des gens qui profitent un petit peu de ces conseils municipaux pour se donner en spectacle et puis aussi pour faire leur nouvelle campagne électorale. On est peut-être en 2020 qu'on va voter, donc je pense que les gens sont déjà sur les starting blocks, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et je pense ça un petit peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on a un conseil municipal qui est tout simple et qui traite de l'intérêt des gens. On parlait tout à l'heure de l'emprunt, évidemment. Il y a des travaux qui ont déjà commencé, au cas où les gens ne le sauraient pas, mais on est en train de travailler là-dessus. Par rapport aux carrières souterraines, il y a déjà de l'argent quand même qui a été dépensé pour les carrières souterraines. Je pense que quand on est élu, que ce soit dans la majorité, dans l'opposition, hein, comme vous l'avez dit, M. Verfeilly, aujourd'hui, vous dites vous avez deux oppositions. Et bien tant mieux. À la limite, il vaut mieux être dans l'opposition quand on n'a pas la possibilité ou qu'on n'a pas envie de travailler avec la majorité. Même si c'est pas, parce que quand Rita dit les socialistes, et vous l'avez vu clairement, c'est pas quand même l'ensemble des socialistes. Elle devrait dire un groupe de socialistes. La majorité du ce serait peut-être plus correct, et ce serait pas dévalorisant par rapport à ceux qui étaient dans leur groupe et qui ont aujourd'hui envie de travailler, de continuer à travailler correctement parce qu'ils n'ont rien à reprocher avec la majorité. Alors moi je voudrais quand même qu'on arrête, parce que je ne sais pas quand même si les gens de Marly, ils ont envie de regarder un conseil municipal où les gens ont envie de se faire montrer, de grandir, il y en a ras-le-bol de ça. Les gens de Marly, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe d'eux aujourd'hui, qu'on travaille sur leurs demandes, même si elles sont petites, mais qu'on les rencontre, qu'on les voit et qu'on travaille pour eux. Mais pas que des gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Parce que tout à l'heure, on disait les travaux dans les écoles. On fait toujours sur des toits, avant, après, on ne sait plus comment on vit. On n'arrive plus à gérer un conseil municipal correctement. On vient sur les travaux dans les écoles. Mais monsieur Verfeilly, vous le savez très bien, moi je suis au conseil d'école. Et vous savez très bien, monsieur Verfeilly, que depuis qu'on est arrivé, on a fait énormément de travaux dans les écoles. Et de toute façon, on vous a rappelé le chiffre. Évidemment, il y en a encore à faire. Je vais vous dire, il y en a encore énormément à faire. Mais si les écoles, on ne les avait pas trouvées dans un si mauvais état, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là, qu'on aurait pu en faire plus. Sauf que nous, on est obligés de rattraper ce qui n'a pas été fait pendant des années, comme les routes, et puis on se fait toujours critiquer. Alors, je vais vous dire, ça, c'est de bonne guerre. Hein. On est dans l'opposition, il faut critiquer, il faut quand même dire ce qu'on a à dire des choses pour dire, bah, moi, si j'étais là, je ferais mieux. Bah oui, sauf que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Hein. Moi, je peux vous dire que quand on a été élu, eh ben, on était plus tranquille dans l'opposition. Hein. Parce que quand on a été élu et qu'on a vu tout ce qu'on avait à faire dans la vie, tout ce qui nous restait comme bagage à régler, les factures dans les tiroirs et compagnie, eh ben, je vous assure qu'on n'était pas fiers de ce qu'on devait faire. Mais on est des élus responsables et on va jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout. Et quand il a fallu prendre des décisions, même pas gaieté de cœur, mais en tous les cas, on les a pris tous ensemble. Et on s'est donné la main parce que c'est important. Et quand on est une majorité, moi je peux vous dire qu'on se donne la main et on va jusqu'au bout. Et il y a des hautes sphères qui le réclament quand même. Hein, de faire, moi je connais des socialistes qui réclament qu'à Marly, certains socialistes continuent à travailler correctement. C'est pas fait, c'est pas fait. On va pas se battre avec eux. Après je vais vous dire, ça fait aussi... La presse est contente, demain on va marquer, encore discorde au conseil municipal. Ben, franchement, c'est triste de voir ça, parce que les gens de Marly, qu'ils soient marlytrons ou qu'ils soient marlysiens, ils ont besoin d'autre chose que toutes ces conneries. Excusez-moi, mais fallait le dire. Bien, sur ce, je propose que l'on revienne à notre sujet en débat, qui est celui de l'action qu'on déploie depuis notre arrivée en 2008, le cadre de vie, la nature,
À un moment donné, on se bat pour décrocher éventuellement la deuxième fleur. On vous propose, dans cette délibération, 400 000 € par an pendant 4 années pour faire en sorte de faire face à toute notre politique en matière d'espace vert. Je veux au passage saluer le travail de toute l'équipe Espace Vert, sous la responsabilité de notre directeur des services techniques, Jean-Pierre Van Deneghem, avec à ses côtés Madame Anne-Sophie Taillandier et bien entendu Betty Droisy, qui anime et impulse un combat que l'on ne peut que saluer. C'est une démarche positive et je préfère cela aux petits calculs politiciens, aux arrière-calculs. Ceci étant, vous savez, la population n'est pas dupe. Elle sait qu'on est en période électorale. Je laisserai les uns et les autres juger à partir de ce qui est fait, avec celles et ceux qui veulent travailler, avec la population, pour l'enfance, pour les jeunes, pour la vie associative, pour la culture, pour le sport et pour les aînés, envers qui on ne peut que saluer le bon travail réalisé. Sur ce, je propose de passer cette voie, cette délibération aux voix, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, merci de votre unanimité. Et nous passons ensuite avec M. Bernard Évrard pour la dénomination de la future voie de dessert de la 4e tranche du lotissement SIGH entre la rue Jacques Brel et la rue Jean Ferrand. Permis d'aménager délivré le 25 septembre 2018. À vous, monsieur Évrard. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du permis d'aménager délivré à SIGH le 25 septembre 2018, pour la réalisation d'un lotissement de 16 lots entre la rue Jacques Brel et la rue Jean Ferrat, 4e tranche, il convient de dénommer une nouvelle voie qui desservira les lots 1 à 14 et les lots 15 et 16 étant situés rue Jacques Brel. Il est proposé au conseil municipal de nommer cette nouvelle voie rue France Gall. Voilà, monsieur le maire. Bien, sur cette délibération, c'est et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Et nous passons ensuite avec une subvention exceptionnelle. Je vous propose d'accorder aux cheerleaders, les pop-up girls de la Briquette. La municipalité a été sollicitée par cette même association afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'achat de matériel. Cette nouvelle association est basée à Marly depuis 2017. Elle a pour but de promouvoir le cheerleading, le sport qui allie la danse et la gymnastique acrobatique. Alors sur ce, 300 € sont proposés. Il n'y a pas de remarques, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, et nous passons ensuite avec la boule loisir, la boule de bois, une subvention exceptionnelle 2018 envers nos amis boulistes et loisirs. On est sollicité par l'association amicale boulistes et de loisirs afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'organisation de divers tournois. Et ce challenge se déroulera ce samedi à 15 h, challenge de monsieur le maire et de la municipalité de Marly. 300 €, celles et ceux qui sont pour, sauf avis contraire, le manifeste en levant la main. Avis unanime, avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Et on termine avec le Christie Committee Club. Alors, depuis l'origine, l'association Christie Committee Club développe des ateliers de théâtre et cinéma à Valenciennes, et ce au sein de l'auditorium Saint-Nicolas, sous le nom de Val Acting Studio. En septembre 2017, elle a diversifié son activité et propose désormais à Marly, à la salle Schumann, chaque samedi matin, des cours de danse burlesque, d'expression corporelle et de remise en forme. Ces cours s'adressent aux dames sans limitage ni de conditions physiques. Pour mémoire, en décembre 2017,
L'association a participé au Téléthon, en proposant d'ailleurs une prestation lors du marché de Noël, démonstration et initiation. Enfin, la subvention exceptionnelle est ici destinée à l'acquisition de matériel, petites sonos, accessoires de gymnastique, etc. Avez-vous des questions sur notamment cette association, comme chacun le sait, qui mérite d'être saluée? Alors, celles et ceux qui sont pour cette subvention le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous avons enfin, dans les questions, une communication sur, comme vous le savez, au dernier conseil, j'ai avancé l'idée sur les questions de l'emploi, de la formation, et notamment à partir des réalités vécues ici même à Marly, comme dans Valenciennois et dans le Nord, 1250 chômeurs, avec une place importante qui frappe notre jeunesse, les 18-25, la tenue d'un forum de l'emploi et du développement économique à Marly. Je me suis d'ailleurs exprimé sur le sujet à ce dernier conseil, et notamment dans le cadre d'un vote de la délibération bassin urbain à dynamiser. C'était la délibération qui permettra dorénavant à toute entreprise jusqu'à concurrence de 250 salariés à venir s'implanter ici même à Marly, qui sera en même temps une réponse, je pense, à tous les débats qui ont pu déjà avoir lieu. Et je pense à la question des contrats d'apprentissage, à la question de l'emploi pour les jeunes et de toutes celles et ceux qui sont frappés, quel que soit leur âge, par le chômage. À cette occasion, la ville de Marly a réaffirmé avoir fait le choix de l'emploi en offrant aux PME, PMI qui s'implanteront sur son territoire d'ici le 31 décembre 2020 une exonération d'impôts sur les bénéfices ainsi qu'une exonération de cotisations foncières, de cotisations sur la valeur ajoutée et de taxes foncières sur les propriétés bâties des entreprises. Je veux remercier à cette occasion de nouveau, solennellement, toutes celles et ceux, au nombre de 27 dans cette enceinte, majorité et l'opposition, qui ont voté cette délibération sur 33 élus. Le Forum de l'emploi et du développement économique va se dérouler notamment au premier trimestre 2019, de 10h à 18h à la salle Schumann. Nous mettrons ainsi en relation les forces vives de notre territoire, vitrine du savoir-faire des entreprises de Marly et environ, un forum qui pourra également s'adresser aux demandeurs d'emploi de notre territoire. Pour mémoire, Marly compte 1253 demandeurs d'emploi, 686 hommes, 567 femmes, 777 sont indemnisés par Pôle emploi et 476 non indemnisés et bénéficiaires du RSA. Ce sont des chiffres officiels qui datent du 15 septembre 2018. J'aurais enfin, dans le cadre notamment de ces questions, je recherche une note. Bougez pas, bougez pas. Alors, allez. C'est retrouvé. Je veux, à l'instant de mon propos, remercier notamment très chaleureusement Madame la Présidente du SIAB, Madame Cathy Dupire, par ailleurs maire de Famars et présidente bien entendu du syndicat intercommunal d'assainissement du Valenciennois, pour les nombreuses interventions réalisées au cours de l'année écoulée 2017. Je veux la remercier en effet car les travaux qui ont été réalisés sur notre commune se sont chiffrés à 652 754 € et 95 centimes. Je répète, 652 754 € et 95 centimes. Intervention dans le domaine de l'assainissement sur le territoire de la commune de Marly, notamment dans les rues Roger Salongo, Victor Hugo,
Voltaire ou encore la rue des Lys et des Tulipes. Merci encore pour cette efficacité à Madame Dupire. Merci à nos commissaires de la ville qui siègent au SIAD. Et il s'agissait bien entendu, vous m'avez compris, de Véronique Dupire et non de Cathy Dupire, qui est chef de pôle aux politiques éducatives, jeunesse et autres. J'en ai terminé, notamment avec ces questions. Et nous passons... Attendez, s'il vous plaît... Néanmoins, s'il vous plaît. Alors, je suis saisi d'une demande d'intervention de M. Alain Mamolo. Concernant les extraits du registre des décisions, oui, c'est en ce qui concerne le remplacement du praticable 14 par 14 de la salle Gosselin, par la société Gymnova. Oui. Donc, en début d'année, donc j'ai ici un courrier, j'ai ici deux courriers de Jim Marly Aulnois qui concernent ce praticable. Depuis le début de l'année septembre 2017, nous ne cessons de réparer notre praticable. Nous l'avons démonté et réparé 4 fois en pure perte. C'est le conseil d'administration qui nous écrit, monsieur le maire. Nous l'avons démonté et réparé 4 fois en pure perte, c'est parfaitement normal. Il y a maintenant 17 ans. Et il devient très urgent de le remplacer car les plaques ne se fixent plus entre elles, d'où des trous dangereux pour les chevilles des utilisateurs collèges et universités. Donc bien évidemment, le nouveau groupe des élus socialistes est tout à fait d'accord pour pouvoir financer et payer et remplacer ce tapis. Alors, il vous disait, nous avons reçu un avis. Il nous reste donc comme possibilité que d'en acheter un neuf. Presque, à cette époque-là, c'était presque 40 000 €. Donc, pensez-vous qu'il serait possible d'obtenir des subventions pour cet achat? Marly, plus Aulnois, plus Valenciennes Métropole, plus département, plus jeunesse et sport. Donc, vous avez été destinataire à nouveau d'un nouveau courrier de la part du conseil d'administration de Jim Marly Aulnois du 4/6/2018. Nous revenons vers vous, monsieur le maire, concernant l'extrême urgence de changer notre praticable. Nous avons mené et épuisé toutes les démarches possibles afin de recueillir des fonds à cet effet. À cette époque-là, ils avaient trouvé le praticable Gymnova, vu que c'est lequel qui est sur le marché, 38 000 €. Donc ils avaient demandé des subventions à la jeunesse et sport, Valenciennes Métropole, sponsors, dont recettes diverses au club. En sachant que Aulnois avait déjà mis 5 000 €. Il s'avère qu'il nous manque, monsieur le maire, 15 000 € pour finaliser cet achat que nous prévoyons pour la rentrée septembre. Nous avons réussi l'exploit, monsieur le maire, de pouvoir prendre en charge 23 000 €. Nous sollicitons donc une aide financière de la commune afin de ne pas terminer l'année en déficit. Et vous, dans votre grande largesse, monsieur le maire, vous payez la totalité de 32 000 €. Pourquoi? Lorsque la société Jim Marly Aulnois nous demande au maximum que 15 000 € sur un prix de 38 000. Donc là, il vaut 32 000. Je pense que la municipalité de Marly, avec une subvention de 10 000 € exceptionnelle, aurait suffi pour que Jim Marly Aulnois puisse remplacer ce praticable. On demande des explications pourquoi c'est de largesse, monsieur le maire. Lorsque vous ne répétez à longueur de discours que les finances de notre ville sont contraintes et que l'on a des difficultés à boucler les budgets, pourquoi une telle largesse et pourquoi avez-vous pris en charge totalement le remplacement de ce praticable, en sachant, monsieur le maire, que la ville d'Aulnois a déjà réclamé les 5 000 € qu'elle avait donnés à la GIM pour qu'on leur rétribue, parce qu'ils disent, vu que Marly paye entièrement, on n'a pas besoin, vous nous rendez nos 5 000 €. Voilà, monsieur le maire. Donnez-nous des explications. Bien, l'explication est simple. D'abord, moi, je veux me féliciter de l'occasion et de l'opportunité qui nous a permis notamment de conclure un accord. Un accord avec, comme on dit, la société Gymnova, qui a saisi toutes les collectivités en disant que vous avez possibilité d'un praticable qui avait déjà été utilisé. Deuxièmement, plutôt de l'avoir à 47 000 €
de l'avoir à 25 000 euros sans la cause. Deuxième aspect, je tiens à rappeler, c'est que le maire est responsable, comme on dit, en ce qui concerne notamment la gestion de tous les équipements. Et notamment, eh bien, il faut rappeler que l'exploitant doit présenter pour chaque type d'activité des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. On ne peut pas faire du n'importe quoi. En ce sens, eh bien, j'ai réuni l'ensemble des élus concernés à chaud parce qu'il fallait répondre immédiatement. Tout le monde dans le pays avait l'œil pour faire en sorte de capter cette opportunité financièrement intéressante et en commun accord avec notamment notre association de gymnastique où il y a 1600 membres. Bien, eh bien on s'est mis d'accord pour aller vers l'installation d'un nouveau praticable. Ça posait la question de la sécurité pour les enfants, pour y compris les personnes handicapées qui viennent à la salle, pour les jeunes, pour tous nos gymnases. Il y avait un problème qui était posé. Je rappelle, en cas d'accident, le maire est seul et unique responsable. Je ne pouvais pas continuer à laisser en l'état un tel équipement. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité. J'ai réuni tous les élus concernés, d'ailleurs une réunion à laquelle était présent notre collègue Alain Mamoulot. Il a été entièrement d'accord. Je termine, s'il vous plaît. Je termine, monsieur Mamoulot, mon cher Alain. Tu as été d'accord avec cette proposition. Tu n'as rien dit à l'occasion de cette réunion qui a eu lieu, comme on dit, à cœur ouvert. Je me félicite de l'unanimité notamment, et j'ai immédiatement informé les 33 élus de cette décision dès le lendemain par courrier. Sur ce, maintenant, la gym, elle se félicite de cet équipement qui va leur être offert, et moi aussi en tant que maire, comme vous, avec et pour les gymnases, je pense que c'est un investissement qui méritait, comme on dit, d'être apporté. J'en ai terminé. L'ordre du jour est épuisé et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. À bientôt et rendez-vous dans le cadre des festivités du 11 novembre pour fêter le centenaire. Merci.